Salut, c'est Arnaud et aujourd'hui on double-clique sur le film WALL-E. C'est quoi WALL-E ? Acronyme de Waste Allocation Allowed Lifter Class Terre et hommage à Walter Elias Disney, WALL-E est le nom du personnage principal du 9e film Pixar éponyme sorti en 2008. Dernier de sa lignée à fonctionner, le petit robot se retrouve seul à nettoyer une terre laissée à l'abandon par les humains depuis 700 ans, bien trop polluée pour y vivre. Mais sa vie monotone se retrouve chamboulée avec l'arrivée de Eve, un robot venu du ciel et bien plus évolué que WALL-E, qui recherche toute trace de vie sur Terre afin de permettre aux humains leur retour. Des humains devenus bien trop assistés par une multitude de robots à multiples tâches qui vivent sur un énorme vaisseau spatial stationnaire dénommé l'Axiom. Le film WALL-E est une très belle histoire d'amour saupoudrée de messages écologiques et de critiques envers notre société. Une simple réflexion devenue un film. Pendant l'une des nombreuses séances de travail sur Toy Story 2, troisième film Pixar sorti en 99, je te le rappelle, l'un des participants s'est posé la question « Et si les humains quittaient la Terre et oubliaient de déconnecter le dernier robot ?» Comme ça, le gars venait de partager l'idée d'un des meilleurs speeches de Pixar, d'un film qui sortira 10 ans plus tard. Andrew Stanton et Pete Docter, qui se trouvaient dans les parages à ce moment-là, ont été attirés par cette histoire. Ils en ont discuté pendant des semaines et voulaient le faire parler comme R2D2, mais ils ont laissé tomber l'idée et sont partis sur d'autres projets, pensant qu'on ne leur laisserait jamais réaliser un film ayant pour thème l'amour irrationnel d'un robot qui pouvait tout vaincre, y compris la programmation. Néanmoins, avec les succès du Monde de Nemo et Monstres et compagnie sur lesquels ils ont officié, cela n'a pas empêché les deux hommes de mettre en scène en 2008 un certain projet intitulé provisoirement Trash Planet, qui deviendra officiellement WALL-E, une histoire originale signée Pete Docter et Andrew Stanton, avec ce dernier à la réal. Fait amusant, ils ont réussi à collaborer avec Ben Burt, qui se trouve derrière la voix de WALL-E et du personnage de Mo, qui se trouve être le designer sonore de la saga Indiana Jones et celle de Star Wars, et qui, entre autres, se trouve derrière les sifflements de R2D2. Morale de l'histoire, croyez en vos rêves. Ou bien travaillez chez Pixar, rapportez-leur des millions de dollars, et là, peut-être qu'à ce moment-là, vous pourrez commencer à croire en vos rêves. Le réalisme de WALL-E. Pour mettre en scène un personnage principal muet et qui plus est très attachant, les équipes de Pixar ont déjeuné pendant près de 18 mois devant les films de Charlie Chaplin et Buster Keaton afin d'explorer toutes les possibilités de narration purement visuelle. Généralement, avant WALL-E, Pixar crée environ 75 000 storyboards pour chaque film. Là, pour celui-ci, ça s'est levé à 125 000. Et qui dit plus de storyboards dit sans doute plus d'animations fluides afin de les rendre plus réalistes, ainsi qu'un univers beaucoup plus riche comparé aux autres films Pixar qu'on a pu voir auparavant. Depuis Toy Story, le studio est connu pour son perfectionnisme et sa recherche de réalisme. Après avoir réalisé Le Monde de Nemo et avoir recherché le réalisme de la vie sous-marine, Andrew Stanton voulait faire la même sur WALL-E et être minutieux sur son atmosphère. Vous l'aurez remarqué pour la première partie du film qui se déroule sur Terre, l'ambiance amenée grâce à la photographie sert le propos. Afin de créer une photographie réaliste au film, Andrew Stanton et son équipe se sont entourés de Roger Deakins et de Dennis Muren comme consultants visuels. Roger Deakins, célèbre directeur de la photographie ayant bossé entre autres sur 1917 et Skyfall de Sam Mendes, Blade Runner 2049, Sicario et Prisoners de Denis Villeneuve et un bon nombre des films des frères Cohen, a mené une conférence au sein du studio Pixar pour partager son expérience. Ses conseils avisés sont à l'origine de l'aspect brumeux de l'atmosphère et de la couleur sépia de la première moitié du film, un résultat propre à la photographie de Deakins, mais cette fois-ci dans un film d'animation. Une collaboration pas anodine puisque son travail est assez reconnaissable pour créer des ambiances, certes cinématographiques, mais assez dramatiques, loin des ciels bleus et environnements de confiance. Tout comme Deakins, le travail de Dennis Muren sur WALL-E était principalement lié au premier acte du film, sur la Terre, où Stanton voulait transmettre le sentiment de sentir de la poussière partout. À son arrivée, le créateur d'effets spéciaux américain bossant chez ILM depuis 1976 et très proche collaborateur de Spielberg et de George Lucas, avait pour mission de rendre un look cinématographique au film qui, à l'origine, ressemblait encore trop à un dessin animé. Par la recherche du réalisme, l'idée était de rendre le film humain. Que critique le film WALL-E ? WALL-E est une critique sur la surconsommation et sur le consumérisme exacerbé de notre société. Il suffit de voir le nombre impressionnant de déchets que WALL-E amasse au début du film et aurait continué à amasser jusqu'à la nuit des temps après le départ des humains, mais aussi le rapport qu'entretient les passagers de l'Axiom avec l'entreprise BNL, ou By and Large, la multinationale phare dans le film qui est présente dans tous les domaines, commercial, banque, transport en commun, société de voyage spatiale, et qui possède un produit pour tout. Les humains sont des loques assistés, hypnotisés par chacune de leurs annonces, et l'obésité globale de l'équipage est à l'image de leur surconsommation générale. BNL est l'offre qui répond à la demande,
tout en créant de la demande en les influençant. Pourquoi Wall-E devient ami avec un cafard? Avant de faire la rencontre de Eve, Wall-E s'est lié d'amitié avec un cafard. À travers ce choix de compagnon pas anodin, Pixar s'est amusé à faire véhiculer la légende urbaine sur le fait que les cafards pourraient survivre à tout type de catastrophes naturelles et humaines, voire nucléaires. Cette amitié illustre bien la solitude de notre petit robot et amenant à zéro l'espoir de trouver quelqu'un d'autre sur Terre. Apple au service de Pixar, avec son design blanc épuré, le personnage de Eve te fait penser à un produit Apple. Eh bien, ce n'est pas un hasard. Durant sa conception, Andrew Stanton cherchait à créer une technologie futuriste haut de gamme où les économies n'avaient pas été faites sur le design. Une technologie qui pourrait ressembler à ce que l'on verrait dans le futur. Mais plus il se l'imaginait, et plus il se rendait compte qu'il était en train de décrire un produit Apple en fait. En 2005, Stanton décida donc de passer un coup de fil à Steve Jobs, toujours propriétaire de Pixar à cette époque-là, avant le rachat de Disney en 2006. Et celui-ci le mit en contact avec Jonathan Ive. L'ingénieur de chez Apple ayant travaillé sur le développement de l'iPod, passa une journée chez Pixar pour brainstormer sur la conception de Eve. Mis à part Eve, le film Wall-E contient d'autres références aux produits Apple. Le petit robot regarde son film préféré tous les soirs sur l'écran d'un iPod. Lorsqu'il est complètement chargé par le soleil, il fait le même son de démarrage que la plupart des Macintosh d'Apple. De plus, la voix du vilain pilote automatique est fournie par le système de synthèse vocale d'Apple. Ces références s'expliquent par le caractère futuriste des produits Apple, mais aussi pour leur design épuré qui est un design très utilisé pour illustrer le futur au cinéma. Et ces références étaient aussi un hommage. Quand ils ont commencé à bosser sur Wall-E, Pixar appartenait encore à Steve Jobs. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et de l'avoir suivi jusqu'au bout. Très important, si ça vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo et à activer la cloche pour ne rater aucune sortie future de vidéo. Et n'hésitez pas à proposer en commentaire des œuvres sur lesquelles vous voulez qu'on double-clique à l'avenir et pourquoi pas partager des anecdotes que vous connaissez autour du monde de la pop culture. Merci encore et à bientôt.